This call is being recorded. Alors, je suis avec Jean-Paul Crène. Bonjour Jean-Paul, je vais peut-être vous demander de brièvement vous présenter. Oui, bonjour. Je dirige un cabinet de conseil en e-commerce et transformation digitale que j'ai fondé il y a 14 ans, qui s'appelle VUCA Stratégie. Et je suis tombé dans la marmite du web en 1992 avec un premier site de e-commerce en 1994. Et je n'en suis pas sorti. J'enseigne également auprès de l'ESCP Europe et de la Toulouse Business School, toujours sur les problématiques de digital. Et enfin, j'ai commis quelques ouvrages, notamment sur le e-commerce et les objets connectés. Et alors, donc, aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui est la publicité. Et je vous cite ce que vous m'avez dit tout à l'heure quand on préparait cette interview, l'écosystème publicitaire va disparaître. Mon Dieu, c'est un peu radical, ça, quand même, non ? Oui, alors bien sûr, je fais un peu de publicité, donc j'essaie de capter l'attention. Mais ce qui est certain, en tout cas de mon point de vue, c'est que la chaîne de valeur sur laquelle est bâti tout l'écosystème publicitaire est en train d'être reconfigurée par les entreprises qui gèrent les marques de grande consommation. Et au détriment en fait des masses médias, des médias traditionnels, socles sur lesquels était bâti le système de valeur des agences de communication. Et donc vous en voulez pour preuve, d'une part, le détournement des consommateurs de la publicité. Est-ce que vous pouvez justifier un peu ce fait ? Alors, ce détournement, en fait, il est à plusieurs niveaux. C'est d'une part ce que Orange avait montré à la fin des années 90, c'est-à-dire le fait que tout un chacun essaye de se détourner de la publicité. Ils appelaient ça la bannière blindness, c'est-à-dire le fait qu'on était aveugle aux publicités. Et de nombreux tests montrent bien que, notamment quand on est dans le digital et face à un écran, on essaye de ne pas voir la publicité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en fait, il y a un usage des adblocks qui est également de plus en plus important. Et d'ailleurs, c'est assez malheureux de voir qu'on a beaucoup de mal à avoir des statistiques à ce niveau-là. Mais moi, quand je donne des cours auprès de jeunes qui ont entre 21 et 25 ans et que je pose la question qui utilise les adblocks, je me rends compte que 80% de ces jeunes utilisent des adblocks. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui font que la publicité, n'est plus la même que, en tout cas, l'adhésion au message publicitaire des consommateurs n'est plus le même que dans les années 80. Et du coup, c'est pas seulement le consommateur de publicité qui se détourne de la publicité, mais ce sont aussi les annonceurs. Alors là, c'était un petit peu plus compliqué pour les publicitaires. Oui, tout à fait. Alors, ces deux de tête, vous me permettrez de citer de tête Jean-Paul Agon, donc, qui est le PDG de L'Oréal, et qui disait, il y a, je crois, 2 ou 3 ans de cela, que les marques qui progressent le plus, donc dans son secteur d'activité, sont celles qui font le moins de publicité et de promotion. Donc, il parlait d'Urban Decay, de Kiehl's, de gens comme ça. Donc, quand vous avez le PDG de L'Oréal qui fait ce constat, il est clair que ça pose question. Et on pourrait parler de la marque que tout le monde a en tête et qui s'appelle Tesla et qui n'a aucun budget de publicité. Alors, il y a aussi des marques un peu comme L'Oréal qui sont dans le grand public et moins, je dirais, plus établies que des marques comme Tesla, comme Procter & Gamble, par exemple, qui était très critique via son directeur marketing de la publicité et de son efficacité. Ils ont même été jusqu'à diminuer leurs investissements de publicité en ligne, parce que ça ne touche pas que la publicité hors ligne, de 140 millions de dollars. C'est quand même pas rien. Ça n'est pas rien, mais en même temps, ce que je vois, c'est qu'ils investissent dans le Dash Button chez Amazon. Donc c'est peut-être là, justement,
l'avenir, c'est comme le suggère Joe Pine, c'est l'expérience, l'économie de l'expérience qui devient fondamentale et non pas la publicité et le fait d'aller matraquer les gens de messages publicitaires. Oui, tout à fait. En fait, on arrive sur ce que Seth Godin avait prédit il y a quelques années. On part d'un marketing intrusif, hein, une communication obligatoire, hein, qui s'impose à un marketing de la permission. Hein. Alors ça fait une musique qui sonne bien à mes oreilles. Moi qui, comment dire, embête mes élèves à chaque fois avec ces vieux ouvrages Automation Marketing. Mais excusez-moi, mais j'ai tendance à regarder un peu ce qui se passe sur Internet et dans mon métier aussi, et je vois beaucoup de native advertising, de publicité cachée, même parfois de ce qu'on appelle l'astrosurfing, c'est-à-dire de publicité déguisée derrière des influenceurs qui sont payés mais qui ne le disent pas. Il y a beaucoup de pratiques des marketeurs qui sont des pratiques non éthiques et très agressives. Ça a été dénoncé par Mark Schaeffer d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Mais c'est efficace tout ça ou je ne vois pas beaucoup le marketing de la permission finalement. Alors, le propre du marketing de la permission, c'est peut-être de ne pas le ressentir comme étant du marketing, hein, d'une part. Et ensuite, il est sûr que aller avoir des pratiques déloyales peut donner un avantage pendant un certain temps, jusqu'à ce que le consommateur se rende compte que la marque a eu des pratiques déloyales. Alors, sans aller jusqu'à la pratique déloyale, il y a des pratiques très insistantes. Je parlais du native advertising. On ne peut pas lire un article de presse aujourd'hui sans être bardé de ces vrais faux contenus qui sont mis en bas de page. Oui. On ne peut pas y échapper. C'est des techniques assez agressives. Oui, alors, ce sont des techniques agressives qui font que finalement, seuls les gens qui n'ont pas les moyens et les gens qui ne savent pas utiliser des adblocks sont exposés à ces pratiques agressives. Hein. Les gens qui ont les moyens de se payer un abonnement à 4 € par mois ou qui savent utiliser des adblocks ne vont pas être soumis à ces publicités-là. D'accord. Alors, derrière ces questions, cette évolution que vous percevez de la publicité, il se pose quand même une question, c'est ces grandes sociétés de publicité comme Publicis, Havas, WPP, etc., quel est leur avenir en fait? Leur avenir, on le voit déjà se dessiner par le fait que certaines études aux États-Unis montrent que les personnes travaillant dans ces grands groupes ont une très forte proportion à aller travailler chez les grands du digital, pour ne citer que Google ou Facebook. Donc oui, j'allais pas dire les rats quittent le navire, mais en effet, en interne, vous avez beaucoup de personnes qui vont vers les grands du digital, alors que en sens inverse, on a très peu d'effectifs de gens qui sont fascinés par WPP, Publicis et Havas. Hein. D'ailleurs, et leur avenir. Pardon. Non, d'ailleurs, ces publicitaires, finalement, ils ont tous essayé d'évoluer vers le digital, mais finalement, ce que vous semblez dire, c'est qu'ils ont un peu raté le virage. Ils ont raté le virage, clairement, parce que ils ont essayé de mettre en place un modèle économique qui n'est pas compatible avec la culture de leur entreprise, dont le modèle économique est totalement divergent par rapport au modèle économique du digital. Et alors, ces rats qui quittent le navire et qui vont chez les gros de la publicité programmatique, Google, Facebook et les autres. Ou chez les annonceurs aussi. Hein. Et chez les annonceurs. C'est plus du tout le même métier qu'ils vont faire, ces gens-là. Ils vont, comment dire, c'est fini le temps du créatif qui sort l'idée géniale. Alors, c'est pas totalement fini. Et on aura toujours besoin d'idées géniales et de créatifs, mais beaucoup moins. Hein. Et surtout, on sera sans doute moins prêt à les payer des fortunes, ces idées géniales. En fait, oui, on va de plus en plus vers
vers des experts qui vont analyser le comportement de l'utilisateur, du client, et qui vont essayer de mettre en place un marketing de plus en plus individualisé, sous bien sûr la bannière de la construction et du maintien de la relation de confiance entre le client et la marque, qui peut, à mon sens, ne passer que par du marketing de la permission. Alors, par rapport à cette publicité et cet écosystème publicitaire qui va disparaître, pour vous citer à nouveau, est-ce qu'on ne pourrait pas vous opposer le travail qui a été fait notamment par Byron Sharp dans How Brands Grow en 2010 et dans les versions qui ont suivi sur justement les études de suppression de la publicité qui montraient, selon lui, que quel que soit le marché, quel que soit le produit, quelle que soit l'année, quand on supprimait la publicité, en fait, on n'observait pas d'impact les premières années, mais que l'impact se faisait sentir beaucoup plus nettement au bout de 3 ans. C'était la période à peu près qui est retrouvée à peu près partout. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement ce phénomène c'est quelque chose de passager, il y a un trou, un petit passage à vide? Oui, il y a quelques sociétés comme Tesla ou Amazon ou Apple. Ou Apple, oui, Apple fait quand même beaucoup de publicité aussi. Donc, mais beaucoup moins, 50% de moins que Samsung. Et Amazon qui a lancé une publicité cette année au Super Bowl, ça veut dire qu'ils rejoignent le troupeau en fait. Alors, donc il y a plusieurs éléments de réponse à mon sens à votre question. Le premier, c'est l'environnement n'est pas constant, c'est-à-dire qu'on a un environnement qui est en train d'évoluer assez rapidement, et donc ce qui était vrai à une certaine époque l'est peut-être plus, ou en tout cas l'est moins, notamment par le fait qu'on va de plus en plus d'un marketing basé sur les mass médias vers un marketing individualisé. Et ce marketing individualisé, c'est ce vers quoi tendent des gens comme L'Oréal, comme Apple, comme Zappos, comme Asos au Royaume-Uni. Donc c'est essayer d'avoir une relation qui soit impliquante, qui soit même presque de l'ordre de l'intime, mais qui est toujours basée sur la confiance. Et quand on a ce type de relation, on peut réussir, à mon sens, ce que la publicité, je dirais, classique basée sur les mass médias a beaucoup de mal à réussir, c'est-à-dire de créer une relation à terme avec la marque, c'est-à-dire que de faire en sorte que le rôle de la marque soit respecté, le rôle de la marque étant de limiter le choix du consommateur, c'est-à-dire d'induire une préférence très forte, et dans le temps, pas uniquement par rapport à une transaction, mais dans le temps. C'est-à-dire raisonner, dans notre jargon on appelle ça la valeur vie client, la lifetime value, c'est-à-dire de faire en sorte que le client reste. Et si vous voulez, c'est cela où est l'effort, où se concentre l'effort depuis maintenant quelques années des entreprises, y compris dans le brick and mortar, qui est de transférer des budgets de mass média qui ne vont pas disparaître. Il y aura toujours des mass médias. Transférer des budgets vers de la distribution directe vers le client pour travailler l'expérience du produit, de l'environnement produit, vers des approches de découverte du produit qui sont différenciées, parce que derrière, ce que l'on a, c'est une certaine disparition de la marque, en tout cas des risques de disparition de la marque. Et c'est cela qui tétanise les grands groupes. C'est de faire en sorte que il faut que j'ai cette relation de confiance, que j'ai ce top of mind qui reste chez mon consommateur final, sinon je risque d'être remplacé par des marques qui viennent d'arriver et qui sont proposées par Google, Amazon ou d'autres. Alors peut-être une dernière question pour la route. Cet écosystème publicitaire qui va disparaître, alors c'est toujours difficile de donner des dates et des prévisions, mais bon, vous le sentez disparaître dans l'année qui vient, les 5 ans qui viennent, les 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans?
on peut se donner, si vous voulez, rendez-vous à la même époque l'année prochaine. Ah oui, si vite que ça. Alors, ils n'auront pas totalement disparu, mais ils vont continuer à avoir beaucoup de difficultés financières. Eh bien, le rendez-vous est pris, Jean-Paul Crène. Rendez-vous au 28 mars 2019. Merci et bonne journée. Avec plaisir. Merci à vous. Au revoir.